Il est 19h47, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, est avec nous dans ce studio. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Juste avant la pause, je voudrais qu'on parle du budget. Si vous le permettez, d'abord, alors l'examen du budget arrive lundi dans l'hémicycle. C'est ça, on est vendredi, ça arrive lundi dans l'hémicycle. Est-ce que vous allez voter le budget, vous savez déjà ou pas? Ça m'étonnerait, ouais. vu la façon dont le Premier ministre nous présente 70% de prélèvements et 30% d'économies, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que on aurait voulu. Il y a peu de chances qu'on le vote, mais on fait passer, puisque en fait en commission des finances, nos élus font passer des amendements, et aujourd'hui et hier, ils ont obtenu l'annulation de la hausse du malus sur les autos et la suppression de la hausse des taxes sur l'électricité. Alors ce sont des amendements du Rassemblement National qui ont été votés en commission. Ça doit évidemment être pérennisé par un vote en hémicycle, mais c'est là aussi où on voit l'utilité, et puis je dois le dire, l'efficacité des députés du Rassemblement National, sous la houlette du camarade Tanguy d'ailleurs, qui permettent de redonner du pouvoir d'achat aux Français, car c'est notre obsession. Redonner du pouvoir d'achat aux Français et rendre aux Français l'argent que ce gouvernement utilise si mal et qu'il voudrait encore utiliser pour combler, cacher, masquer ses propres insuffisances. Ce sera un élément de débat intéressant. Sébastien Chenu, vous avez présenté un contre-projet à l'Assemblée avec à la clé quasiment 14 milliards d'euros d'économies. 15 même. 15 même Oui. 15 mai, mais vous allez chercher où, vous, ces 15 milliards d'économies? Si vous voulez, d'abord, nous, c'est un contre-budget de rupture. On n'est pas dans la lignée de M. Barnier qui continue à faire un budget dans lequel les crédits qui augmentent, c'est l'Union européenne, la contribution à l'Union européenne, c'est l'éolien, c'est des crédits qui baissent. Les seuls crédits qui baissent, ou en tout cas parmi les crédits qui baissent, je regardais ça aujourd'hui, c'est les budgets sur l'immigration. On passe de 300 à 173 millions. Je veux dire, il y a quand même un décalage énorme entre ce qu'on nous raconte et ce qui va être voté dans le budget. Donc nous, on veut un budget qui soit très différent. Première chose, rendre du pouvoir d'achat. Par exemple, on est hostile à la désindexation des retraites. Pourquoi est-ce que les Français paieraient, en tous les cas, en particulier ceux qui ont des petites retraites, paieraient les errements budgétaires du gouvernement? Où on va chercher l'argent? Il y a les grandes dépenses, j'allais dire, que vous connaissez sur l'immigration, sur la contribution à l'Union européenne, qui sont une masse importante, qui sont des dépenses tabous, évidemment, auxquelles le gouvernement ne veut pas toucher. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, passez-moi l'expression, un peu dégraisser l'État. Entre les 750 millions d'euros de subventions aux associations qui soutiennent l'immigration, entre les agences d'État, plusieurs milliards d'euros d'agences d'État, alors qu'on pourrait en scinder certaines, alors qu'on pourrait en fondre certaines les unes avec les autres, en supprimer certaines, eh bien ça c'est des milliards d'euros à récupérer. Évidemment la fraude, et puis nous on souhaite aussi revisiter une certaine forme de fiscalité avec l'élargissement de taxes sur les transactions financières, en tous les cas d'un côté les surprofits, de l'autre côté taxer les rachats d'actions. Là vous avez des milliards d'euros à aller chercher. Et puis, je parlais évidemment, c'est plus pour le symbole, mais tout est symbole lorsque ce gouvernement... Notamment pour vos coupes dans plusieurs agences de l'État dédiées à la transition écologique ou la culture, vous répondez quoi? Écoutez, d'abord, on ne va pas avoir de leçons à recevoir de gens qui ont commencé à construire un budget avec 4,9% de déficit, et on va s'apercevoir qu'on approche les 6%. Un moment, j'aimerais que ces gens, la Macronie, qui était en place, les LR, qui l'ont suivi en ne votant aucune motion de censure, arrêtent de donner des leçons aux Français et essayent de faire croire que toute la classe politique est responsable. Non. Toute la classe politique n'est pas du tout responsable de l'état de faillite de nos finances publiques. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui sont responsables de ça. Dans la liste des économies dont vous parliez il y a quelques instants, il y a deux choses que vous n'avez pas citées. Je voulais savoir quelle était la position du RN là-dessus. C'est les collectivités territoriales. Bruno Le Maire est parti en disant qu'il y avait des économies à faire dans les collectivités territoriales. Donc partagez-vous son analyse. Et deux, c'est les ménages les plus fortunés. Je crois savoir que Michel Barnier parlait des ménages à plus de 500 000 euros à deux par an. Est-ce que là aussi vous pensez comme eux qu'il faut faire quelque chose sur ce point-là? Oui, alors sur les collectivités, c'est important. On a lancé la semaine dernière un groupe de travail justement sur les régions. Nous, on se pose la question
de l'utilité de l'échelon régional. Moi, je suis conseiller régional et je veux dire que, à part quand Xavier Bertrand soutient le lycée Averroès, le lycée des frères musulmans, je vois pas bien la différence qu'il a avec la politique que mène Carole Delga. En fait, ce sont des structures qui font que lorsque vous devez financer des lycées dans une région, que vous soyez de droite ou de gauche, finalement, vous les financez. Est-ce que ces structures sont encore pertinentes? Ça nous coûte très cher, ça complexifie aussi le chemin, mais on pourrait se poser la question aussi des communautés de communes ou de ces échelons-là. En tous les cas, je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, parce que chacune a son service de com, chacune a évidemment beaucoup de gens payés grassement pour les valoriser. Et je pense que là encore, on a des économies d'échelle probablement à faire. Sur les plus hauts ménages, sur les plus fortunés, moi je vous ai parlé des taxes sur les surprofits, ça c'est pour les entreprises. Je considère que par exemple l'exit tax, on doit par exemple la limiter, on doit la plafonner. Il ne s'agit pas d'aller beaucoup plus loin forcément, mais on doit la plafonner, on avait dit à 60 000 € de revenus mobiliers par an, et je pense que ce serait déjà une limitation de cette mesure néfaste d'Emmanuel Macron. Sébastien Chenu, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, parce que le temps passe très vite. En ma compagnie, ça passe toujours très vite. Il va nous faire concurrence, attention, Julien. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est jaloux, là. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, Michel Barnier et Bruno Retailleau, donc, étaient à la frontière italienne aujourd'hui, pour parler d'immigration, de la gestion, effectivement, des migrants. Est-ce que vous pensez qu'on doit s'inspirer du modèle, et ils veulent c'est pour ça qu'ils sont déplacés là-bas, du modèle italien, bien qu'on soit pas sûr que ça fonctionne, puisque pour l'instant il y a des migrants qui ont été renvoyés en Italie, qui étaient dans des centres de rétention italiens en Albanie. Est-ce qu'on doit s'inspirer du modèle italien selon vous ? Bon, moi je pense que il faut d'abord s'inspirer de ce que les députés du Rassemblement national proposent dans cet hémicycle depuis plusieurs années. Ça, ce serait déjà une bonne chose. L'autre bonne chose, c'est qu'on a l'impression quand même, et je pense qu'on n'y est pas pour rien avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, qu'il y a des gens qui commencent un peu à ouvrir les yeux. Et se dire qu'effectivement, ce danger, cette submersion migratoire, il va bien falloir faire quelque chose. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est ce qui se fait en Italie? Est-ce que c'est ce qui se fait ailleurs? Est-ce que c'est ce qui se fait en Allemagne avec la reprise en main du contrôle des frontières? Il faut regarder. Mais on a aussi des idées ici qui sont propres, j'allais dire, à notre pays, à ce qu'il est, à ce qu'on peut en attendre, que ce soit sur le droit du sol, que ce soit sur les demandes d'asile à faire dans les pays de départ. Moi, je pense que ça, c'est essentiel, parce que d'abord, on a un gros réseau consulaire en France. Donc on peut faire des demandes d'asile en réalité à peu près partout sur la planète, ou en tous les cas dans des pays voisins, et ça évite que des gens risquent leur vie à traverser des mers, des océans, des déserts, des réseaux de passeurs, et je pense que ça fait partie des solutions. Donc moi j'aimerais que Bruno Retailleau les regarde, qu'il agisse, parce que pour l'instant je trouve qu'il parle beaucoup, et parfois je suis d'accord avec son verbe. Mais je vous ai cité que, en termes de budget, je vous ai cité que les crédits sur l'immigration étaient en baisse. L'AME, qui est un peu le totem intouchable. On a le sentiment que Bruno Retailleau n'aura pas la main dessus. Ce sera la ministre de la Santé qui ne veut pas y toucher. On a déjà réussi à limiter d'ailleurs l'augmentation de cette aide médicale d'État, parce qu'on a hurlé et visiblement ils ont reculé. Donc ça c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à faire directement, sans avoir forcément besoin de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, quand bien même ça peut être intéressant. Et je pense que là, revisiter les accords avec l'Algérie, les accords de 68, enfin toute la liste de ce qu'on pourrait faire, elle est sur la table. Fermer les mosquées salafistes, arrêter de financer des associations. Je pense d'ailleurs à Urgence Palestine, puisque on en parlait tout à l'heure. Enfin, interdire les frères musulmans, ça coûte pas €, ça demande un peu de courage. Il y a des pays qui le font. Vous voyez, eh bien, on va attendre Bruno Retailleau sur tout ça. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être venu dans le studio d'Europe 1. Merci d'avoir été avec nous, vice-président du Rassemblement national. Il est 19h55 dans un instant. Évidemment, le journal de 20h sur Europe 1.